Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Nous allons démarrer dans quelques instants. Voilà, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà, je vous propose de démarrer. Alors, bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire organisé par la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Marc Tibrich, conseiller numérique à la CCI. Et j'ai le plaisir d'orchestrer ce matin ce webinaire intitulé TPE-PME, comment réussir votre transition vers un numérique plus responsable. Nous sommes effectivement dans la semaine du Digital Cleanup Day. C'est la journée mondiale du nettoyage numérique qui sera exactement ce samedi, le 15 mars. Et donc, pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Wolf, qui est donc consultant en numérique responsable chez Infogreen Factory et qui va se présenter dans quelques instants. Donc, je vous rappelle le déroulé de ce webinaire. Donc, nous aurons environ 30 à 40 minutes de présentation, suivi d'une période de questions-réponses. Donc, vous pouvez utiliser le chat, l'espace de dialogue pour poser vos questions par écrit. Et puis, selon le temps disponible, on pourra même en fin de réunion, vous pourrez lever la main et on pourra activer votre micro pour un échange direct. Donc, cette session est enregistrée et sera disponible dans les prochains jours en replay sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le site bizandbuzz.alsace, et on vous enverra le lien par mail. Encore une information, durant tout ce webinaire, on va de temps en temps vous poser des questions et vous pourrez donc y répondre en direct. Ces questions apparaîtront sur votre écran. C'est l'outil Pulse de Team qui sera utilisé pour faire cela. Voilà, il est maintenant temps de se lancer et donc je passe la parole à Mathieu. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. Avant de démarrer, je voulais me présenter un peu plus en détail. Donc moi, effectivement, je suis consultant numérique responsable indépendant et je travaille avec un collectif qui s'appelle Infogreen Factory. Donc ce sont des consultants indépendants dans toute la France et donc nous portons une offre commune voilà, qui porte sur le sujet du numérique responsable. Je suis également référent local de la fresque du numérique, qui est un atelier de sensibilisation d'une demi-journée aux impacts environnementaux du numérique. Je suis membre des Shifters Nancy-Lorraine. Les Shifters, c'est une association qui appuie le Shift Project, qui publie des rapports sur la décarbonation de l'économie. Et je suis administrateur de Nancy Numérique, donc Sinum maintenant, qui est l'acteur qui fédère les acteurs du numérique sur la région Lorraine. Alors je suis en Lorraine, mais je suis alsacien d'origine. Et donc en fait, le Digital Cleanup Day, c'est l'équivalent d'un Osterputz en Alsace. Donc c'est le ménage de printemps, mais sur le volet numérique. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens et que je souhaite aussi vous aider en tant que TPE-PME pour avancer sur ce sujet. Alors le premier exercice, c'est le premier sujet la première question qui va vous être posée dans le chat, c'est le nombre d'équipements numériques que vous avez autour de vous. Alors je vais faire le compte pour moi, et puis l'idée c'est que vous fassiez le compte pour vous. Donc moi j'ai un ordinateur portable, j'ai un smartphone, j'ai également un écran et Ouais. des accessoires. Donc voilà, des oreillettes, un petit adaptateur, une souris également. J'ai pas autour de moi de montre connectée, j'ai pas de batterie externe, de liseuse, de clé USB, d'appareil photo, d'AirTag, d'imprimante, de console de jeu, différents. Tous ces objets-là, je ne les ai pas. Mais ça me fait déjà quand même un certain nombre d'équipements numériques. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire ce compte pour vous et de répondre au questionnaire dans la conversation. Je ne sais pas si on voit déjà les premiers résultats, Marc, dans la conversation.
Donc la plupart d'entre vous, pour Oui, le moment, en ont ça, moins de 6 et voilà, certains les réponses arrivent. entre 6 et 12. Euh, donc je vous invite à continuer à y répondre. Pourquoi cette question-là? Pour une raison assez simple. Donc voilà, si on faisait ce bilan-là, qui en a plus de 12 autour de soi? Bah, aujourd'hui, il n'y a qu'une personne, mais c'est parce qu'on n'a pas tout compté. Sachez qu'en moyenne, en France, on a environ 12 équipements connectés par personne, selon l'ADEME. Ceux qui en ont entre 6 et 12, bah, 6, c'est la moyenne mondiale d'équipements numériques par personne, par utilisateur du numérique dans le monde. Et moins de 6, bah, je pense que voilà, si on devait compter tous nos objets, ceux qui sont à moins de 6 ont sans doute pas tout compté et ont peut-être oublié certains objets. Donc L'idée, là, c'est effectivement, au niveau des... Juste pour donner les réponses, donc on a effectivement une personne sur deux qui a répondu entre 6 et 12, 38% moins de 6 et 13%, 13% plus de 12. Donc tous ces objets-là, quand on parle de numérique, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cloud, de virtuel, de choses qui finalement sont peu palpables, mais bah, vous voyez qu'avec ces objets-là, c'est des choses très palpables et très matérielles. Donc là, l'idée, bah, voilà, c'est de vous montrer par votre propre décompte cette matérialité du numérique. Alors le numérique aujourd'hui, il est présent dans tout un tas de secteurs. Donc vous êtes peut-être une PME dans des secteurs qui est listé ici, mais que ce soit dans la santé, l'industrie, l'agriculture, le transport, l'énergie ou tout ce qui est bâtimentaire, on a des services numériques qui s'appuient sur un socle, donc c'est le cœur du cercle que vous voyez, un socle des 3 tiers en fait, qui sont la façon dont décompose habituellement le numérique. Donc les équipements utilisateurs sont tous les objets que vous avez autour de vous et que vous pouvez avoir en tant qu'individu. Les réseaux qui sont les réseaux des opérateurs. Donc en France, ça va être Orange, Bouygues, SFR, Free. Et les data centers qui sont voilà, des, des grands bâtiments qui hébergent des armoires dans lesquelles il y a des serveurs. Mais, hop, a priori, vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, on entend J'ai toujours. cru que j'ai été déconnecté. Et donc les data centers qui sont en fait des armoires les unes à côté des autres dans des grands bâtiments. Donc des armoires avec des ordinateurs les uns en dessous des autres qui font des calculs, stockent des données, etc. Le numérique, en fait, aujourd'hui, est un domaine qui est en pleine explosion, en particulier dû aux usages, mais aussi dû aux objets. Et donc, ben, la dernière étude de Green IT de janvier 2025 met en évidence que ce soit le nombre de smartphones sur la droite ou la taille et le nombre des écrans croissent de façon vraiment très importante. On a plus 1 milliard de smartphones en 4 ans, entre 2019 et 2023. Sachez que voilà, pour à peu près 5,3 milliards de personnes qui utilisent le numérique dans le monde, on a 7 milliards d'abonnements téléphoniques, par exemple. Sur la gauche, du coup, bah, la diagonale des écrans ne fait que croître et le nombre de ces écrans également, comme vous pouvez le constater sur le tableau. Alors, tous ces objets-là ont un poids, et un poids parce que faut fabriquer ces objets-là. Et donc, on a sur la gauche un ordinateur portable de 2 kilos environ, et sur la droite un cheval. Si on devait imaginer le poids finalement de toutes les matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer cet ordinateur par rapport au poids d'un cheval, à votre avis, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Donc, vous avez la question qui est dans le chat. Donc, une forte tendance pour les matières premières à mobiliser pour fabriquer cet ordinateur. 100% pour le moment. OK. Alors la réponse, c'est ça dépend du poids du cheval, ça dépend du cheval. En réalité, voilà, c'est à peu près 600 kilos de matières premières qu'il faut mobiliser, 240 kilos de combustible fossile, 22 kilos de produits chimiques et entre 1 et 2 tonnes d'eau. Ça, c'est le volume pour uniquement fabriquer l'ordinateur de 2 kilos. Faut savoir également que plus on va miniaturiser, pire vont être ces ratios-là, puisqu'en fait, on va avoir besoin davantage de types de métaux, par exemple. Et donc, si on prend un smartphone, pour un smartphone de 150 grammes, c'est l'équivalent de 200 kilos de matières premières qu'il faut mobiliser. Donc, vous voyez ce fameux sac à dos écologique, en fait, si on devait porter toute la matière première nécessaire pour la fabrication d'un ordinateur de 2 kilos, en fait, on peut pas le porter puisque c'est bien trop lourd. Et donc, c'est vrai que quand on a nos objets numériques, on voit pas forcément ce qui portent chacun
leur sac à dos écologique. Et en tout cas, c'est le cas. Et donc, il faut avoir ça à l'esprit. Alors, pourquoi on a ce sac à dos écologique? Pour une raison assez simple, c'est que dans un smartphone, si on prend l'exemple d'un smartphone, mais c'est vrai pour les autres objets numériques, en fait, on a, voilà, vous avez les éléments du tableau périodique des éléments qui sont finalement réellement présents dans un smartphone. Globalement, le secteur du numérique va utiliser 75% du tableau périodique des éléments. Donc voilà, c'est assez colossal. Et quand on va regarder dans le détail les métaux qui sont présents, on a des métaux qui sont plutôt connus, du cuivre, voilà, de l'aluminium, mais on a également des métaux qu'on s'attendait peut-être pas à avoir ici, du titane, de l'or, donc des métaux qu'on peut considérer, enfin voilà, qui sont considérés comme précieux. Voilà, chacun de ces métals, chacun de ces matériaux, en fait, il faut l'extraire de la croûte terrestre et il y a rarement des mines dans lesquelles on extrait 1 kilo et on a 1 kilo d'or. Ça n'existe pas. Et c'est de ce fait-là qu'on a ce fameux sac à dos écologique, parce qu'en fait, chacun de ces métaux-là est présent en certaine quantité dans nos équipements numériques. Et pour pouvoir l'extraire, raffiner et intégrer ces métaux-là dans nos équipements, on a besoin d'extraire à la base beaucoup de matières premières. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a le sac à dos écologique. Si on fait le bilan du coup de ces matières premières-là et de leur existence finalement dans l'écosystème, est-ce que vous pensez qu'on a plus d'or dans une tonne de smartphone ou plus d'or présent dans une tonne de croûte terrestre qui serait d'une mine d'or? Donc là, globalement, vous avez une tonne de smartphone sur votre gauche et une tonne extrait de terre, extrait d'une mine d'or. Je laisse quelques instants pour répondre dans le chat. Alors, sur la droite, je fais un petit aparté, c'est les travaux d'Elon Marsh, qui est un photographe, qui mettent en évidence la quantité de matière qu'on est capable d'extraire par rapport à tout l'espace qui est pris par la mine. Donc là, vous avez une petite boule finalement d'or et l'espace, alors la photo elle est coupée, mais vous avez un espace immense qui a été nécessaire de raser pour pouvoir extraire juste cette petite partie d'or. Donc, vous avez raison pour la plupart d'entre vous. Effectivement, c'est une tonne il y a plus d'or dans une tonne de smartphone, environ 10 grammes par tonne. Et les mines d'or aujourd'hui sont en plus faible concentration. Alors, on pourrait se dire, du coup, s'il y a plus de matières premières, s'il y a plus de matières premières dans une tonne de smartphone que dans une tonne de mine, si on recycle, on a la solution à tous nos problèmes. Alors malheureusement, c'est pas si simple. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'en fait, les objets numériques sont des déchets électroniques et électriques. Et aujourd'hui, dans le monde, on en collecte finalement très peu. On estime que la collecte dans le monde, elle est de l'ordre de 17%. Ça veut dire que 83% sont enfouis ou incinérés de façon illégale dans le monde. Et une fois qu'on a collecté ces équipements-là, en fait, malgré cette collecte-là, il y a quand même une grande partie encore qui reste enfouie ou incinérée, cette fois-ci illégalement. Et on n'a qu'une petite partie finalement qui est réellement recyclée. On estime que c'est entre 18 et 30% qui est réellement recyclé. Donc on voit que le recyclage n'est pas une solution. Et c'est d'autant plus vrai qu'en fait, on a également des limites techniques au recyclage du numérique. C'est par exemple, voilà, si je prends un exemple de cuisine, je vous demande de faire une ratatouille et à la fin, je vous demande d'extraire des tomates, des carottes de cette ratatouille pour pouvoir les recycler. C'est pas possible. Dans un smartphone, dans nos équipements numériques, c'est la même chose. En fait, on a un équivalent de ratatouille de métaux. En fait, on a des alliages qu'on n'est pas toujours en capacité technique de reséparer. Et donc, on a des limites de réutilisation et de recyclage qui se font également à ce niveau-là. Heureusement, il y a quand même certains métaux qu'on est en capacité de recycler de façon plutôt avec des bons pourcentages, donc supérieurs à 50%, comme l'aluminium, le cuivre ou l'or, par exemple. Mais ça se fait dans les conditions que vous voyez sur la photo. Donc en général, voilà, là c'est une photo au Ghana, en Afrique, dans lequel voilà, les personnes brûlent les déchets à ciel ouvert pour récupérer les métaux dans des conditions sociales qui ne sont pas forcément très très bonnes. Alors si on fait le bilan environnemental,
En général, dans les facettes de la pollution numérique, on va regarder plusieurs aspects. Le premier, ça va être les émissions de gaz à effet de serre. Globalement, le secteur du numérique, selon la dernière étude de Green IT, émet à peu près 3,4% des gaz à effet de serre dans le monde. On pourrait se dire que c'est pas forcément énorme, mais si on compare au secteur des transports en camion, quelque chose qu'on a l'habitude de voir, il faut savoir que c'est à peu près équivalent. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le secteur du numérique, c'est un secteur qui est en croissance, je l'ai déjà évoqué, et surtout bah, qui est en croissance en fait assez exponentielle, puisqu'en fait son impact double à peu près tous les 10-15 ans selon les études, que ce soit le Shift Project ou l'ADEME. Ça, c'est le premier impact qu'on va regarder, les gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement climatique. Le deuxième, c'est la consommation d'énergie. Donc en 2020, on avait un secteur du numérique qui consommait 10% de l'électricité mondiale, et c'est également un sujet sur lequel la croissance se poursuit. Les deux derniers aspects que je ne vais pas forcément approfondir, qu'on va également regarder, c'est l'utilisation des ressources de la planète en eau et en minerais. Je l'ai détaillé par le biais du sac à dos écologique, qui est une façon très visuelle de se représenter finalement la matérialité du numérique, et la toxicité et la pollution, vient surtout à deux endroits principaux, mais c'est des pollutions locales des sols, de l'eau, de l'air. Ça va être au moment de l'extraction, du raffinage de tous les produits et métaux qui sont présents dans les équipements, et en fin de vie, où on va bah, voilà, récupérer via la photo qu'on a vue juste auparavant. Alors si on fait un bilan du coup des trois tiers qui composent le numérique, les équipements utilisateurs, les réseaux et les data centers, à votre avis, quelle est la famille qui a le plus d'impact environnemental? Est-ce que vous avez une idée? Alors, les équipements utilisateurs, pour rappel, c'est bien les équipements que je vous ai fait compter au début, donc ceux que vous pouvez avoir dans vos mains. Les réseaux, c'est les réseaux des opérateurs, que ce soit la fibre ou les antennes 4G, 5G. Et les data centers, c'est les fameuses armoires alignées les unes à côté des autres qu'on peut voir. Alors, la majorité d'entre vous a raison. Effectivement, c'est bien les équipements utilisateurs. Pour une raison assez simple, en fait, c'est qu'ils sont très très nombreux. Donc, on estime que dans le monde, il y en a un peu plus de 30 milliards. Donc les fameux 30 milliards, bah voilà, 6 équipements en moyenne par utilisateur du numérique, donc 5,3 milliards d'utilisateurs du numérique. Et quels que soient les critères qu'on va observer, que ce soit l'électricité, les ressources ou les gaz à effet de serre, c'est toujours les terminaux du fait du volume en fait qu'ils représentent, et du fait que bah, voilà, chacun en a beaucoup. Alors au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir à quel moment du cycle de vie on a le plus d'impact. Et alors, c'est une nouvelle question du coup qui vous est proposée. Est-ce que vous pensez que c'est à la fabrication, du fait du fameux sac à dos écologique, à l'utilisation, donc du fait finalement principalement de l'utilisation et en particulier l'utilisation d'électricité, ou est-ce que c'est en fin de vie, du fait bah, voilà, des impacts qu'on peut voir encore une fois sur la photo? Donc je ne sais pas si la question a pu être posée dans le chat. J'ai pas l'impression. Bon, je vous laisse quelques Ah, instants pour voilà. répondre. En tout cas, les premières réponses vont bien dans le sens de fabrication. En fait, la réponse est, selon la dernière étude de Green IT, c'est un peu plus nuancé que juste la fabrication. Alors ça dépend, en fait, la réponse est ça dépend, mais en tout cas, c'est jamais la fin de vie. Jamais la fin de vie. Pourquoi? La fin de vie, en fait, elle va avoir beaucoup d'impacts, mais ça va être des impacts qui vont être très localisés. Alors que la fabrication, l'utilisation vont avoir des impacts globalisés. La fabrication va avoir forcément le plus d'impact au niveau de l'utilisation des ressources, pour les raisons du fameux sac à dos écologique. De même que voilà, la fabrication des réseaux ou des data centers. Par contre, sur les gaz à effet de serre ou sur la consommation d'énergie primaire, donc en gros, c'est toutes les énergies qui existent voilà, sous forme directe, par exemple les énergies fossiles, ça va être plutôt l'utilisation qui va avoir le plus d'impact, pour une raison assez finalement simple, c'est que bah, les gaz à effet de serre vont être émis principalement voilà, par l'utilisation d'énergie fossile. Et dans le monde, quand on utilise de l'électricité, la plupart du temps, c'est parce qu'on a brûlé des énergies fossiles, en particulier du charbon.
Et donc, de ce fait-là, on a des impacts qui vont être plus importants à l'utilisation. Et c'est encore plus marqué pour les réseaux et les data centers qui sont des équipements qui vont être utilisés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, ce bilan environnemental, il va être accéléré par deux phénomènes. Le premier, c'est un phénomène d'obsolescence qu'on va retrouver de différents types. L'obsolescence logicielle, bah voilà, vous avez une mise à jour, vous devez mettre à jour votre parc informatique en tant que TPE parce qu'il est plus compatible avec Windows 10, on vous demande de passer à Windows 11. Bah, si votre matériel est trop ancien, malheureusement, il y a tout un tas d'alertes qui sont données en disant bah, attention, les mises à jour de sécurité, attention la qualité. Et en général, Windows a permis de continuer à avoir Windows 10, mais voilà, c'est à certaines conditions. Et honnêtement, bah voilà, ça met quand même au banc tout un tas de matériel. L'obsolescence technique ou fonctionnelle ou structurelle, c'est en gros, vous avez par exemple une immense télé, un tout petit composant dans cette télé dysfonctionne. Du coup, la télé devient inutilisable. Malheureusement, ça coûte trop cher ou c'est trop compliqué de remplacer juste cette pièce, même si elle coûte 50 centimes. Et donc, bah voilà, voilà, il y a une durée de vie limitée spécifiquement sur un des composants qui rend tout l'objet obsolète. Et le dernier, c'est celui auquel on est le plus confronté, c'est l'obsolescence psychologique, esthétique ou culturelle. C'est on remplace des équipements qui fonctionnent toujours. Et l'ADEME a documenté par exemple que 50% des Français remplacent leur télé alors que l'ancienne fonctionne toujours. Le deuxième phénomène qui va accélérer tout ça, c'est l'effet rebond. L'effet rebond, en fait, c'est un phénomène qui, bah, globalement, on arrive à optimiser un processus, à le rendre plus efficace. Par contre, cette efficacité devrait nous faire des économies globales. Sauf que c'est pas le cas du fait de changements de comportement et d'une explosion des usages. C'est également appelé le paradoxe de Jevons, qui a documenté ça à la fin du XXe siècle, du XIXe siècle. Et en fait, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, si on passe enfin, la 4G par rapport à la 5G. La 5G, par exemple, est beaucoup plus efficace, l'antenne et consomme moins d'électricité. Et donc, on pourrait se dire, ben voilà, ça va générer beaucoup moins de consommation au niveau des réseaux, par exemple. Malheureusement, c'est pas le cas, puisqu'en fait, on va avoir beaucoup plus d'objets qui vont se connecter à la 5G que d'objets qui se connectaient auparavant à la 4G. On parle voilà, de voitures connectées, etc. Tout ça, c'est de la connectivité via la 5G principalement. L'industrie 5.0, etc. Tout ça, c'est aussi de la 5G. Et on va aussi avoir une tendance à, bah, voilà, puisqu'on a un meilleur débit, puisqu'on a une meilleure qualité, à davantage faire transiter d'informations sur ces réseaux-là. Avant, vous regardiez peut-être la vidéo en 720p en termes de qualité. Demain, vous pouvez, parce que vous avez la 5G, la regarder en 1080. Et donc, bah, ça, c'est un effet rebond également. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est plutôt sur les services. Vinted, par exemple, est générateur d'effets rebond. Pourquoi? Quelle est l'efficacité qui est amenée par Vinted? Vinted, en fait, permet de faciliter et de rendre beaucoup plus efficace la vente de vêtements en seconde main. Mais en fait, comme c'est plus facilité la vente en seconde main, il y a de plus en plus de personnes, et ça a été documenté en fait par Laetitia Born, qui est une chercheuse, il y a de plus en plus de personnes qui vont acheter des vêtements neufs parce qu'ils savent que c'est facile de revendre dans 6 mois ce même vêtement d'occasion à un prix où ils ne sont pas forcément trop perdants. Et donc, l'effet rebond de Vinted est un accélérateur de la fast fashion. Et le numérique est un très bon client pour tous ces effets pour générer des nouveaux effets rebonds. Et j'ai pas encore évoqué l'intelligence artificielle. Alors tous ces équipements, à quoi ils servent? Ils servent à accéder à des services. Des services et en fait, bah, si on regarde les services qui sont délivrés par le numérique dans le monde, c'est principalement de la vidéo, pour 80 avec, ben, d'abord la VOD, donc toutes les plateformes Netflix, Disney et cetera. En second, la pornographie. Ensuite, les tubes, YouTube et cetera. Dans autres, on va avoir les images et les vidéos qui transfèrent via les réseaux sociaux. Et dans autres vidéos, on va avoir toutes les vidéos point à point, comme la visioconférence, d'aujourd'hui, par exemple. Dans les services, ce que je vous propose aussi maintenant, c'est de tester votre propre site internet, votre site vitrine, sur le site ecoindex.fr. Alors Ecoindex, c'est un site qui vous permet de faire, l'équivalent d'un Nutri-Score de votre site internet. C'est un outil qui est loin d'être parfait, mais ça peut me donner un premier aperçu, de l'impact environnemental
de votre site internet. Et pour ça, du coup, on va vous proposer de donner votre réponse dans une fourchette de score par rapport à Ecoindex. Et ben, j'ai fait l'exercice pour le site de Biz Buzz, parce que j'aime bien le faire pour les gens qui m'accueillent. Le score, c'est 54 sur 100. Pour une raison principale, c'est que la page est lourde. En fait, elle fait plus de 10 mégaoctets. Donc concrètement, si vous êtes en 3G, ben, n'essayez pas de charger le site Buzz, vous n'y arriverez pas. Et parce qu'il y a trop de requêtes. Si on regarde plus en détail pourquoi il y a ces 10 mégas, en fait, sachez qu'il y a déjà deux images qui font plus de 7 mégas. Ces deux images. Donc voilà, il y a des gains d'efficacité qui peuvent être assez faciles pour réduire et améliorer ce score. Ce qui est intéressant avec Ecoindex, c'est qu'il va vous donner des équivalents d'impact. Et donc moi, ce que j'ai fait, bah, je me suis dit, la CCI cible les entreprises en Alsace. Et bah, voilà, là, l'idée, c'est de consulter, on va imaginer que chaque entreprise va consulter le site de Biz Buzz au moins une fois par an. Et bah, si on donne des équivalents en termes d'impact, bah, en fait, ça représente 200 kg de CO2, ce qui représente à peu près 1000 km en voiture thermique. Et ça représente également de la consommation d'eau, environ 3000 litres. Donc, c'est 20 jours de consommation d'eau d'un Français moyen. Donc, même un service peut avoir des impacts. Alors là, on est sur une évaluation, c'est pas des chiffres exacts, hein, mais voilà, ça donne une tendance de l'impact que peut avoir des services numériques. Alors, je ne sais Ben, pas si vous avez merci pour pu cet tester. éclairage. Je sais pas si vous avez Et on pu va, tester vos propres sites dans la conversation avec le site EcoIndex. Mais en tout ben, cas, merci pour n'hésitez. cet éclairage sur Biz Buzz. On va y travailler pour réduire l'impact. Dans les services, j'ai évoqué l'IA, mais l'IA aujourd'hui, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, surtout sur l'impact environnemental. Voilà, il y a deux articles qui ont été publiés par Le Monde et un plus détaillé sur le site de The Guardian, qui mettent en évidence qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit Microsoft, Google ou d'autres acteurs, en fait, ben, ils avaient des objectifs de réduction de CO2. Et malheureusement, du fait des déploiements et de la croissance de l'intelligence artificielle, ils explosent aujourd'hui leurs émissions de CO2 avec des modes de calcul qui sont même pas ceux qui sont préconisés, mais voilà. En tout cas, il y a une explosion des émissions de CO2 sur ces acteurs-là. Et des agences internationales comme euh, l'Agence internationale de l'énergie prévoit en fait une explosion de consommation d'énergie des data centers qui doublerait d'ici 2026 du fait de l'intelligence artificielle. Alors ça, on le voit de façon globale pour ces acteurs-là, mais de façon très concrète, si on avait à se poser la question pour nos propres usages, bah, prenons l'exemple d'une conversation qu'on pourrait avoir avec ChatGPT 3. Et posons-nous la question de qu'est-ce qui consomme le plus d'eau finalement entre une conversation entre 10 et 50 questions qu'on poserait à ChatGPT et bah, par rapport au volume de transpiration journalière moyenne produite par le corps. À votre avis, qu'est-ce qui consomme le plus d'eau? Est-ce que c'est notre transpiration journalière ou ChatGPT? Alors, j'ai pas mis dans les propositions la bonne réponse. En fait, c'est à peu près équivalent. C'est environ un demi-litre d'eau pour une conversation de 10 à 50 échanges avec ChatGPT 3. Et c'est à peu près équivalent au volume de transpiration journalière moyenne produite par le corps. Donc vous voyez que, encore une fois, en termes d'impact environnemental, même l'intelligence artificielle, là j'ai regardé que l'indicateur de l'eau, mais a un impact significatif. Alors si on regarde le bilan humain, là on vient de voir le bilan environnemental, bah, c'est pas forcément plus joyeux, puisqu'en fait, sur tout le cycle de vie, on voit qu'on va avoir des impacts, importants. On parle des minerais de sang en République démocratique du Congo, avec des conditions de travail et des enjeux géopolitiques, des guerres, voilà, qui font vraiment des ravages, dans ce pays-là. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais c'est au moment de la fabrication pour certains métaux, comme le cobalt et le tantal, qui sont particulièrement nécessaires au numérique. Au moment de l'utilisation, bah, en fait, tous les contenus qu'on voit, en particulier des IA ou sur les réseaux sociaux, ce sont des contenus qui ont été modérés, par des travailleurs du clic qui, encore une fois, ben, voient toute la journée des contenus que ni vous ni moi, auxquels on aimerait être confronté.
Et ça génère également des biais, bah, voilà, du fait des bases d'entraînement sur lesquelles l'intelligence artificielle a été faite. Et bah, ça a des impacts, encore une fois, humains et sociaux qui sont importants. Et puis en fin de vie, bah, voilà, le fameux trafic illégal des déchets électroniques. Comme je vous l'avais dit, finalement, on collecte que très peu et la plupart des déchets sont gérés par des réseaux mafieux. Ça génère pour eux 60 milliards d'euros par an. Et voilà, c'est documenté par Interpol. Donc ça, c'est sur le cycle de vie. Si on regarde un peu plus de notre côté, du côté des utilisateurs, il y a deux enjeux importants qui vont être à regarder sur le volet du numérique. Le premier, c'est sur la gauche, c'est celui de l'électronisme. Donc les enjeux autour du fait que des personnes ne sont pas à l'aise avec l'utilisation du numérique ou ont des difficultés avec plusieurs usages du numérique et donc bah, voilà, sont exclus de ce fait du numérique. Et sur la droite, tous les enjeux autour de l'accessibilité numérique avec un observatoire qui finalement a listé ben, des sites privés et a identifié ceux qui respectaient leurs obligations légales d'affichage en termes d'accessibilité numérique. Alors c'est quoi l'accessibilité numérique? Juste pour vous donner un exemple. Concrètement, bah, il y a des personnes en situation de handicap qui ne sont pas en capacité d'utiliser par exemple une souris ou un trackpad de leur ordinateur et doivent naviguer par exemple uniquement au clavier. Et ben, en fait, naviguer au clavier, ça nécessite que la page soit particulièrement bien structurée et qu'on puisse, bah, aller d'un item à l'autre et savoir où on se situe dans la page, juste avec le clavier. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas pour, énormément de pages. Donc ça, c'est juste pour vous donner un aperçu, très concret. Et donc si on regarde de façon plus détaillée, sur ces 470 sites privés qui ont été audités, et ben, il y en a que un qui a la mention totalement conforme en termes d'accessibilité. Et ça pose un problème. Pourquoi? Parce que bah, si vous êtes une TPE-PME dans le secteur, par exemple, du commerce électronique, sachez que la réglementation vous oblige dans certaines conditions, si vous avez plus de 10 employés et que vous avez plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle vous oblige à ce que tous les nouveaux services qui vont être publiés à partir de juillet 2025 devront être 100% conformes. Et pour tous les sites qui sont existants, ben, ce sera à partir de 2030. Donc ça veut dire que cette dimension d'accessibilité, il faut l'intégrer dès maintenant, parce que bah, plus tôt on le fait, mieux ce sera, et puis pour éviter aussi tout un tas de soucis légaux. Alors pourquoi agir? Je vous donne ici une liste non exhaustive de pourquoi se mettre au numérique responsable. Donc ça a du sens en termes de marque employeur pour donner du sens et fidéliser vos collaborateurs. Sur les économies part de marché, sachez qu'il y a une étude de l'Alliance Green IT qui a été faite et qu'en fait les acteurs donc les grands acteurs, les grands groupes mettent de plus en plus de clauses environnementales dans l'attribution de marché. Et la moyenne, en fait, ça compte quand même pour 46% de la notation pour les acteurs qui l'intègrent. Donc ça, c'est l'étude, enfin, le baromètre de l'Alliance Green IT qui met ça en évidence. Ça permet aussi d'attirer des investisseurs. Vous pouvez avoir des investisseurs qui, si vous n'avez pas de démarche des banques qui ne vous financent pas, si vous n'avez pas de démarche RSE ou si vous n'avez pas intégré le NR, donc le numérique responsable, comme un critère, anticiper la législation, donc il y a un certain nombre de lois, anti-gaspillage, économie circulaire, les lois de réduction de l'empreinte environnementale du numérique, la CSRD, qui est une directive qui ne s'adresse pas forcément aux TPE-PME, mais par effet rebond, en fait, comme vous êtes sous-traitant de grands comptes, bah, vous pouvez être questionné sur ces enjeux-là. Et bah, la législation sur l'accessibilité numérique que j'ai évoquée. Côté sécurité informatique, bah, limiter les fonctionnalités, ça limite la surface d'attaque, donc ça peut être convergent avec le numérique responsable. Et puis, bah, ça peut aussi valoriser une image de marque pour vous. Améliorer la résilience de l'organisation également, puisque bah, voilà, peut-être ajuster son numérique, ça permet potentiellement d'être prêt demain quand on aura des raréfactions de ressources. Et réduction des coûts. Juste pour vous donner un exemple, Microsoft a augmenté ses tarifs pour intégrer Copilot, donc solution d'IA, sur un certain type d'abonnement. Donc c'était plutôt pour les familles et les personnes privées, enfin les personnes individuelles. Mais voilà, si en tant que TPE, PME, demain, un acteur comme Microsoft augmente ses coûts, bah voilà, être contraint par un acteur comme celui-là sur ses coûts, bah, ça peut être délicat. Et donc bah, voilà, travailler sur le volet numérique responsable permet aussi d'anticiper ce levier-là. Une démarche numérique responsable, on va essayer de la conduire en 5 incontournables. Le premier, c'est de savoir d'où on part. Donc pour ça, il faut faire une mesure, une évaluation.
En parallèle de ça, l'idée, c'est de sensibiliser soi-même ou ses collaborateurs. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes sensible à ce sujet-là et que vous avez peut-être envie d'aller plus loin. Et ensuite, on va dérouler un triptyque éviter, réduire et compenser, que je vais détailler sous une autre forme qui est les 5 R. Alors, les 5 R, comment on va les faire? On va les faire dans l'ordre. Le premier R, c'est refuser. Et ça passe par répondre à un besoin et pas une envie. Alors ça peut paraître bête de le dire, mais c'est encore loin d'être le cas. On répond rarement à des besoins, mais plutôt à des envies. On a aussi la possibilité d'intégrer dans ces achats une dimension responsable et du coup refuser des achats qui ne seraient pas responsables, qui ne seraient pas labellisés ou qui n'intègrent pas cette dimension peut être aussi un levier d'action. Refuser les déchets, refuser l'obsolescence. Donc là, un des leviers, c'est passer au libre. Alors je vais essayer de vous le décomposer aussi. En tout cas, sachez que voilà, ce qu'on ne consomme pas n'a pas d'impact. Et donc c'est aussi à la fois des économies environnementales, mais aussi des économies financières potentielles. J'essaie de vous donner aussi quelques pistes avec un petit podium en fonction du niveau de difficulté de pistes d'action concrètes sur le volet du refus, en tout cas. Le premier, c'est peut-être sur le volet mail, ben, peut-être refuser d'envoyer certains mails. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir déjà un mail de votre voisin de bureau qui aurait peut-être juste pu se lever ou vous réciproquement qui envoyez un mail à votre voisin de bureau. Ça paraît être une action de b.a.-ba, mais voilà, on peut éviter ces mails. On peut aussi éviter peut-être les pièces jointes, au-delà d'éviter les mails, et donc éviter peut-être envoyer plutôt un lien qu'une pièce jointe, ça peut être aussi un levier. Le deuxième, c'est les impressions. Pareil, le baromètre de l'Alliance Green IT met en évidence qu'en moyenne, un salarié français imprime 20 pages par jour. Donc il y a encore un levier assez important d'économie financière pour une TPE-PME, mais aussi peut-être de levier d'impact. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas imprimer, mais en tout cas, on peut réduire drastiquement les impressions et se focaliser sur celles qui sont vraiment nécessaires. Deuxième étape, peut-être très abordable, je pense, pour des TPE-PME, c'est de mettre en place, bah, voilà, vous avez peut-être une dotation informatique pour vos collaborateurs, bah, peut-être c'est pas nécessaire. Peut-être que vous pouvez demander à votre collaborateur d'utiliser son propre smartphone et qu'il l'utilise à des fins professionnelles moyennant compensation. Vous lui fournissez une double SIM et tout le monde est gagnant, et en particulier l'environnement et les économies également de la TPE, de votre TPE. PME ou du collaborateur. Donc ça, c'est BYOD, Bring Your Own Device. Et COP, c'est Corporate Owned Personal Enabled. Ça veut dire qu'en gros, vous permettez un usage personnel sur des équipements que vous fournissez vous à vos collaborateurs. Alors ça, c'est plus délicat parce qu'il peut y avoir des enjeux de cybersécurité, mais ça permet encore une fois de réduire le nombre d'équipements et de faciliter, de réduire l'impact environnemental également. Donc ça permet typiquement d'éviter que tout le monde bah, se déplace avec 2 smartphones dans sa poche. Et le dernier, qui est sans doute le plus difficile, c'est résister à la nouveauté. Est-ce que vous avez besoin d'un grand écran à l'entrée de votre site pour accueillir les visiteurs? Est-ce que c'est vraiment indispensable, sachant l'impact environnemental que ça peut avoir? Est-ce que vous avez besoin de la dernière solution d'intelligence artificielle? Bah voilà, ça c'est des questions qui méritent d'être posées, mais encore une fois, répondre à un besoin et pas une envie, c'est pas forcément toujours évident, mais en tout cas, c'est une piste concrète d'économie financière également. Sur le volet de la réduction, réduire la fréquence de remplacement, donc c'est allonger la durée de vie. Pour ça, il faut acheter des équipements qui sont durables. Bah, là, si vous prenez un 3310, sa durée de vie, c'est illimité. C'est pas forcément le cas de nos smartphones actuels. Réduire le nombre et la taille, bah, c'est pareil, ça c'est vrai en particulier pour la taille des écrans. On a tendance à avoir des écrans de plus en plus grands et bah, si grands quand on les achète, on n'arrive même plus à les mettre dans son coffre de voiture. Et réduire la consommation électrique, ça c'est un levier voilà, qui permet également des économies financières. Alors là, l'idée, c'est vraiment d'allonger la durée de vie des équipements. Ça va être bon pour le porte-monnaie et bon pour la planète également. Donc dans les actions concrètes, bah, peut-être là sur les volets de réduction, bah, peut-être sur une visioconférence, si vous avez la possibilité d'activer peut-être les caméras au début et à la fin, et entre bah, les désactiver, ça peut être un bon moyen. Sur le volet des mails, bah, peut-être est-ce qu'on a besoin d'envoyer à faire un répondre à tous? Est-ce qu'il y a peut-être que 2 personnes qui sont concernées? Un volet de réduction, ça pourrait être de réduire le nombre de destinataires et cibler ces destinataires. Sur le volet réduction, on peut aussi privilégier le Wi-Fi et le filaire par rapport à des solutions mobiles type 4G, 5G qui ont plus d'impact et qui consomment plus d'électricité. Et sur le podium de la réduction, bah, réduire la diagonale des écrans
ou remplacer les écrans par des vidéoprojecteurs qui ont beaucoup moins d'impact environnemental. Ça, c'est un levier voilà, qui peut être intéressant pour les salles de réunion sur vos sites respectifs. Le geste numéro 3, c'est la réutilisation. Donc, vous avez la possibilité de louer des acteurs comme Common ou Pulse My IT, acheter en seconde main via AFB Social Green IT qui est basé en Alsace. Donner une seconde vie. Donc, j'ai vu qu'il y avait Lunis d'Emmaüs Connect qui est connecté. Sachez que vous pouvez donner une seconde vie à votre matériel professionnel par le biais d'Emmaüs Connect et mutualiser ou choisir des hébergeurs qui sont vertueux et qui vont réutiliser du matériel ou en tout cas qui vont être soucieux de ce volet-là. Et donc, je vous ai donné une liste de 3 acteurs qui sont particulièrement engagés sur ces questions. C'est pas parce qu'un équipement n'est plus bon pour vous qu'il est bon pour la benne. Et sachez que voilà, l'ADEME estime qu'il y a voilà, quand même un nombre colossal d'équipements qui dorment encore dans nos tiroirs et qui mériteraient une seconde vie. Donc dans la réutilisation, les pistes concrètes, c'est quoi? Bah, c'est redonner une seconde vie. Vous avez peut-être des armoires dans lesquelles vous stockez encore du matériel informatique pour votre TPE, PME au cas où, ou même si c'est du matériel en fin de vie, bah, pensez à contacter Mesh Connect. Pour ça, il faut que les équipements soient encore en bon état, donc protégez-les. Ça paraît être du bon sens, mais mettre une coque de protection, un film sur un smartphone, c'est le b.a.-ba. Sur le volet réutilisation, il faut aussi préserver son matériel en ayant des plages d'économie pour la partie batterie. Donc on préconise, en tout cas l'ADEME préconise, une plage entre 20 et 80% de charge. C'est pas forcément simple à mettre en œuvre, mais voilà, ça permet de permettre une réutilisation plus facile du matériel derrière. Et la piste numéro 1, c'est dans la réutilisation, c'est de passer, on peut réutiliser juste en passant à des solutions libres. Le matériel qui n'était plus compatible sur Windows 11 devient compatible sur des solutions, des distributions Linux. Et pour ça, il y a tout un tas d'acteurs qui peuvent vous accompagner pour aller plus loin. Les 2 derniers gestes, je les ai regroupés sous le volet réparer, recycler. Le premier, c'est quand vous allez faire des achats, vous pouvez peut-être veiller à un indice de réparabilité ou de durabilité qui est le plus élevé possible. Donc ça, c'est un volet, l'indice de durabilité, il est apparu depuis janvier 2025, en particulier pour le matériel des télévisions. L'indice de réparabilité existe depuis un peu plus longtemps. Demander la réparation aussi plutôt que le remplacement inox, ça va avoir moins d'impact. Je n'ai pas un écran fissuré, en fait, ça se répare très bien et ça coûte beaucoup moins cher. Et puis en dernier recours, ben, le passage via les filières agréées, écosystème et écologique, sachant que globalement, les déchets électroniques sont de plus en plus importants dans le monde, malgré ces filières-là, et que bah, vous avez vu les limites du recyclage. Donc ces 5 R, il faut bien les faire dans le bon ordre. Et bah, voilà, le recyclage est bien un dernier recours. Sur le volet social, je ne vais pas l'aborder de façon plus détaillée, j'ai parlé d'accessibilité. Il y a tout un tas de règles qui existent, mais globalement, posez-vous la question sur tous vos objets et tous vos services numériques, s'ils sont utiles, s'ils sont utilisables et si, in fine, ils sont utilisés. Sans quoi, s'il y a un de ces 3 U qui n'est pas respecté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et puis, si vous souhaitez vous former, aller plus loin, sachez que bah, côté fresque du numérique, j'organise un atelier interorganisation le 1er avril matin sur Strasbourg. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, réaliser votre bilan carbone. Alors moi, je réalise des bilans carbone. L'intérêt, c'est que ça ne concerne pas que le numérique et qu'on ait une démarche vraiment systémique sur tous ces impacts pour aller plus loin. Et j'ai créé également un parcours numérique responsable pour les TPE-PME, donc un accompagnement collectif sur 2 demi-journées. Donc il y a une possibilité de financement via France Num selon vos critères d'éligibilité. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Et puis au-delà de ça, avec Info Green Factory, on a une offre qui est top. Top pour tout ou partie, en fait, l'idée c'est de piocher là-dedans. Vous pouvez faire avec nous des diagnostics de maturité ou mesurer des impacts, faire des diagnostics sur l'éco-conception par exemple. Travailler peut-être votre feuille de route numérique responsable si vous le souhaitez ou mettre en place des indicateurs. On peut vous aider là-dessus. Et puis sur la mise en œuvre, que ce soit des ateliers type fresque, bataille de la tech, bataille de l'IA ou d'autres types d'ateliers, des ateliers de sensibilisation. Bah voilà, on peut vous accompagner sur toute la mise en œuvre, sur la labellisation numérique responsable. Nous, notre spécialité, c'est vraiment la conception responsable de services numériques. Donc, si vous êtes un acteur, une ESN, une entreprise de services numériques, on peut aussi vous aider
à aller plus loin sur ce sujet-là. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et bah voilà, moi je suis à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez sur ce qui vient d'être présenté. Un grand merci, Mathieu, pour toutes ces informations et ces éclairages. On a effectivement une question, une remarque concernant le Bring Your Own Device, donc le fait d'emporter, d'utiliser à titre professionnel un outil personnel. Donc, gros enjeu de sécurité, d'application de la politique sécurité et limitations liées aux versions grand public des systèmes d'exploitation pour se connecter à l'entreprise. Est-ce que vous souhaitez Alors, bah, en ajouter fait, des oui, éléments? que ce soit le BYOD ou le COP que j'ai présenté, dans les deux cas, il y a des enjeux de cybersécurité. Alors, il y a la possibilité de rajouter des couches qui permettent de vraiment dissocier la partie pro, en tout cas sur le volet Android. En particulier, c'est possible de vraiment segmenter les deux espaces pour maximiser la sécurité. Euh, voilà, après, c'est des sujets à voir au cas par cas selon votre activité, la criticité et bah, quel est l'accompagnement et la sensibilité aussi de vos collaborateurs sur l'enjeu de la cybersécurité. Si vous avez des personnes qui connaissent les risques, connaissent les enjeux, c'est peut-être possible. Voilà, moi, je ne peux pas me positionner par rapport à votre place, ça, c'est plutôt des choix stratégiques. Mais, euh, mais sachez que, quoi qu'il en soit, c'est des choses qui sont largement déployées dans des très grandes entreprises. Moi, j'ai passé une partie de ma carrière au sein du groupe EDF. EDF propose le BYOD à ses collaborateurs. Donc voilà, si c'est possible pour des entreprises de cette taille-là, avec des enjeux critiques, bah voilà, vous pouvez imaginer que sur des centrales nucléaires, il y a des enjeux de données sensibles. Bah voilà, c'est des choses qui peuvent être transposées largement dans d'autres types d'entreprises, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Non, en tout cas, voilà, on reste à votre écoute. Voilà. Euh, donc, une remarque, appareil professionnel, l'entreprise maîtrise sa configuration et peut imposer des règles de sécurité, y compris pour un usage personnel. Oui, alors ça, du coup, c'est l'inverse du BYOD. BYOD, c'est le collaborateur qui vient avec son équipement et qui l'utilise à des fins professionnelles. Et donc, effectivement, l'employeur a peut-être moins de levier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est COPE, donc Corporate Owned Personnel Enabled. Ben là, c'est l'inverse. En fait, c'est l'entreprise qui met à disposition les équipements numériques à son collaborateur et autorise l'usage personnel. Alors, c'est pareil, en général, l'idée, c'est quand même de signer une charte d'utilisation. Il y a quand même, voilà, l'idée, c'est pas que votre collaborateur, il aille sur le dark web avec l'équipement que vous lui avez fourni. Donc voilà, l'idée, c'est bien de maîtriser effectivement ces éléments-là, mais vous pouvez avoir une meilleure maîtrise effectivement si c'est vous qui le fournissez et si vous autorisez ça. L'idée, in fine, c'est quand même de réduire le nombre d'équipements, encore une fois, ayons bien ça à l'esprit, hein. Donc éviter que bah, voilà, tout le monde se déplace avec deux smartphones et un ordinateur portable personnel, plus un ordinateur portable de son travail. Si on peut réduire ça du fait du sac à dos écologique, on voit qu'on réduit les impacts environnementaux aussi. Ok, merci beaucoup. Euh, Voilà, non, si encore quelques questions, on les prendra. J'en profite également pour déjà vous annoncer notre prochain webinaire. Donc dans 2 semaines, le jeudi 27 mars à 11 heures. Un tout autre sujet. Le titre, c'est comment réaliser facilement des vidéos pour dynamiser vos réseaux sociaux. Donc, on va apprendre avec les experts de 3MA Group comment réaliser facilement des vidéos et comment utiliser ce média pour voilà, optimiser et dynamiser votre communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a plus de questions visiblement. Donc, je vous propose de clore ce webinaire. Donc, un grand merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir assisté à ce webinaire et un grand merci à Mathieu Wolf pour toutes ces informations, ces éclairages, et ces bons conseils. Donc, on va maintenant passer à l'action. Et en tout Je cas, compte sur vous. voilà.
en tout cas, prendre conscience et être vigilant à l'impact environnemental de tout ce qu'on fait avec le numérique. Merci Voilà, à vous et puis à bon très Digital Cleanup bientôt. Day. Au revoir. Merci, au revoir. Bravo Marc alors. Mais